peut quand même dire qu'il y a de l'espoir ici. On voit le soleil timidement. Les cellules orageuses semblent s'être dispersées. Donc, la situation s'est quelque peu stabilisée au Saguenay-Lac-Saint-Jean après ces 2 journées d'enfer dont on vous parlait tout à l'heure. Le nombre d'évacués dans la région pourrait approcher 10 000 personnes, mais encore une fois, c'est fragmentaire, c'est pas précis encore. On aura certainement des détails plus tard. Il y a une crainte, cependant, importante qui demeure. Ce sont les barrages hydroélectriques. Il y a aussi des maisons qui ont été emportées aujourd'hui et certains secteurs complètement évacués. Jean-François Tremblay nous trace le portrait de cette situation trouble. Presque partout à Ville-de-la-Baie, c'est la désolation, la tristesse. Ici à Grande-Bay, il y avait une ville. Tout ce qui reste, ce sont des débris de dizaines de maisons décimées, des routes effondrées, de l'eau partout. À Chicoutimi, le bas de la ville ressemble à une cascade, les rues à des rivières. Tout cela provient toujours des barrages situés 20 km plus haut, de l'eau évacuée pour éviter un débordement encore plus catastrophique du lac Kenogami. Près de ce barrage menaçant à la Terrière, la majorité des maisons sont endommagées sur une distance de quelques kilomètres. Puis à Jonquière, l'eau monte dans la rivière au Sable, une autre conséquence de barrages délestés. C'est d'ailleurs la principale inquiétude actuellement. Il faudra à nouveau évacuer les surplus d'eau. On peut compter, après l'arrêt des précipitations, compter 4 à 5 jours avant que ça ne rentre dans l'ordre au niveau des apports sur les cours d'eau. Ça va aller en diminuant une fois que les apports auront cessé. Globalement, les dommages matériels se chiffrent à des dizaines de millions de dollars. À la base militaire de Bagotville, 400 soldats, leur camp de fortune et leurs hélicoptères n'ont pas chômé durant toute la journée. Plus de 10 000 personnes en tout sont déjà évacuées. Aujourd'hui, tout le village de Ferland, près de la baie, a été évacué par hélicoptère. Les gens n'avaient pas d'eau, pas d'électricité, pas de téléphone. Ils étaient complètement isolés. C'est pas facile de sortir de chez toi, hein? Non, c'est le monde des autres, c'est principal. Il vient, c'est remplaçable, comme on dit. Ce matin, le vice-premier ministre du Québec, Bernard Landry, et son collègue de la Sécurité publique, Robert Perrault, sont venus rassurer les sinistrés à la baie. Les autorités ne rapportent pas de nouvelles victimes. D'autres, cependant, ont été affectés par toutes ces évacuations. Dans les villes, l'eau potable se fait rare, la circulation difficile. C'est réellement le pied d'alerte. La pluie a cessé aujourd'hui au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Depuis 2 jours, il est tombé 170 mm de pluie. C'est plus qu'en un mois habituel de juillet. Il y a quelques gouttes de prévues dans les prochaines heures, mais rien d'important. La région se serre les coudes. Jean-François Tremblay, TVA, Chicoutimi. D'abord, je tiens à vous préciser, si vous venez de vous joindre à nous, que nous sommes en direct depuis Chicoutimi, maintenant en compagnie de Marie-Josée Bouchard, qui est chef d'antenne ici dans la région, pour analyser plus en détail, évidemment, ce qui s'est passé aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure en début de bulletin, il y a la Terrière qui est officiellement déclarée zone sinistrée. Oui, effectivement, Stéphane, et ça, on a appris ça au cours des dernières heures. Il y avait déjà eu beaucoup d'évacuations à la Terrière, environ 1500 personnes. Cet après-midi, on a déclaré la Terrière au complet zone sinistrée, c'est-à-dire que tous les résidents, c'est un village d'environ 5000 personnes, ne pourront pas regagner leur logis avant environ 48 heures. Ils doivent donc se présenter à l'hôtel de ville et là, on va les diriger vers Chicoutimi, vers des hôtels, vers des familles. On dit qu'on tiendra des réunions d'information à compter de mardi seulement. La Terrière, c'est le village où on retrouve l'usine La Terrière d'Alcan. C'est le village également où on a vu monter l'eau de portage des roches et on a vu des ponts qui ont quitté. Et c'est aussi le village qui fêtait son 150e cette année, 150e anniversaire dont on va se rappeler longtemps. Allô, c'est le cas de le dire. On parlait de l'Alcan, justement, il y a une deuxième usine de l'Alcan qui a été évacuée. Dans ce cas-ci, c'est pas tellement qu'elle est inondée, mais on le fait de façon préventive. On le fait de façon préventive parce que tout le secteur Arvida est en train de se remplir d'eau avec vraiment le ruisseau des Chênes qui est en train de se gonfler et de descendre tranquillement dans la partie la plus basse d'Arvida. Donc, ça comprend le complexe Jonquière, l'usine, le complexe Alcan-Jonquière et également, on vous parle de l'usine Vaudreuil qui est située tout à côté, qui va aussi être évacuée. C'est là où on produit de l'alumine, donc déjà la production d'Alcan s'est touchée au niveau économique. Il y avait seulement 200 travailleurs aujourd'hui donc qui sont touchés, mais ça veut dire que demain, probablement, qu'on ne pourra pas reprendre immédiatement. Et là, ça peut concerner plus de travailleurs encore. Merci Marie-Josée. De toute façon, on sera avec vous aussi tout au long de ce bulletin spécial. Bien, on l'imagine, le nombre d'évacués grimpe sans cesse au Saguenay, dans la région où on se trouve. En fait, il semble maintenant gonfler plus vite que le niveau des rivières. Jusqu'à maintenant, on parle de 10 000 personnes. En début de bulletin, je vous disais 6 à 8 000
000 évacués, c'est que les choses évoluent très rapidement. Ce sont les chiffres de la sécurité publique qu'on vous donnait au début, mais pour la simple région du Saguenay, donc maintenant 10 000 évacués. Ce qui inquiète évidemment le plus, c'est pas le débit des cours d'eau, mais je le disais aussi un peu plus tôt, la capacité des barrages à tenir le coup. On a deux reportages à vous présenter, ceux de Sonia Lavoie et de Jean-François Guérin. Il a fallu mettre sur pied un pont aérien aujourd'hui. Pendant une bonne partie de la journée, les services héliportés ont fait l'aller-retour entre Bagotville et Ferland-Boileau pour évacuer les 150 personnes prisonnières de leur résidence depuis vendredi. Là-bas, c'est tout le village qui a été isolé complètement. Les liens routiers n'existent plus. À Jonquière, le barrage Pibrac inquiète. Il est endommagé. Il y a deux digues là, qui sont situées près de Pibrac. Là, la digue Creek Outlet ainsi que la digue Surveillance qui représente effectivement des problèmes de ruissellement. C'est donc encore 1000 Jonquiérois qu'on a dû faire sortir d'urgence de leur résidence. Un peu, oui. Vous craignez pour votre maison? Non, dans la maison, c'est tel que tel, c'est des matériels, là, mais c'est des pertes de vie ou des choses qui est importantes. Ça, c'est terrible. Je suis tellement nerveux. J'ai rendu à 65 ans, c'est la première fois que je fais ça. Terrible, hein? Là, j'ai peur. Toujours à Jonquière, un ruisseau s'est déchaîné. On a vidé tout le quartier. En l'espace de 20 minutes, les chutes ont pris beaucoup d'importance. Ah oui, ça a pris de l'ampleur beaucoup. Comme je dis, l'asphalte, je veux dire, le chemin est en train de tout tomber, tout arracher. Puis ça va monter au moins à 10 pieds certains. Un bon 10 pieds, ça n'a pas fini. Tout ça, c'est fait depuis à peu près 1 heure. J'ai vu partir des grosses plaques d'asphalte en plein centre ici, où on voit une faille. À Chicoutimi, les chiffres les plus conservateurs dénombrent 800 évacués. Localisés une première fois au centre Georges Vézina, on a transféré ces personnes aujourd'hui à l'université. L'aide de la population est demandée pour les héberger. L'espace est encore trop restreint et les évacuations ne cessent de s'accumuler. Sonia Lavoie, TVA, Chicoutimi. Au-delà de ces images spectaculaires et des données sur les dégâts et les évacuations, il y a ces gens. Ils viennent d'un quartier populaire maintenant dévasté et ne retrouveront peut-être jamais leur demeure. À l'Université du Québec à Chicoutimi, on les héberge. Il y en a qui n'ont pas dormi de la nuit, là, puis sont encore sous stress. Puis il y en a qui ont de la parenté qui demeure à l'extérieur, qui ne sont pas capables de les rejoindre. Puis, alors, ils ont de la misère un peu. Mais on essaie de les encourager et de dire, ben, attendez un petit peu, on va essayer peut-être de prendre un petit contact. Moi, ma maison est cassée en deux. C'est une zone, notre trou là, t'es correct? Les dernières nouvelles du voisinage, les bulletins spéciaux à la télé, on s'accroche à tout ce qu'on peut. Moi, j'ai pas de nouvelles de mes parents pantoute, là. Je suis bien inquiète. Je veux pas qu'ils s'inquiètent non plus pour nous autres, là. Donc, faut lui dire qu'on est sains et saufs. Les Houds iront tenter de se reposer dans une famille d'accueil, mais ils n'auront pas tous leur chance. Pour les personnes âgées et les malades chroniques, c'est toute une épreuve. C'est fou pour moi, c'était des journées comme ça. Je me demande des fois, j'essaie d'avoir du courage le plus possible. Même ceux qui ne semblent pas se soucier de tout ça restent marqués par les événements. Les enfants n'ont pas l'air trop marqués, mais à chaque fois qu'ils dessinent, c'est toujours une maison qui est inondée par l'eau. On peut voir qu'ils sont marqués un peu, mais de là en parler ou être en panique, non. J'ai pas que le moral baisse, mais ça remonte. Au gré de la rivière. Ouais, c'est ça. Entre-temps, on s'occupe, on prend quelques morceaux de linge pour un séjour qui risque d'être long. On prend aussi un peu de repos en espérant qu'au réveil, tout ça n'aura été qu'un mauvais rêve. Jean-François Guérin, TVA, à Chicoutimi. Qui ne sont pas capables de circuler ou de se rendre à bon moment. Alors, je vous rappelle que nous sommes en direct de Chicoutimi, en plein cœur, en fait, du centre-ville de Chicoutimi qui a été évacué. Si on balaie d'ailleurs un peu, vous pouvez voir qu'il y a des balustrades qui ont été installées. On ne permet plus à la circulation de venir jusqu'ici. De l'autre côté, mon caméraman sera sans doute en mesure de revenir sur ses pas dans quelques instants. Et vous allez l'entendre, il y a beaucoup de trafic. C'est qu'il y a l'équipement lourd qui s'installe pour réparer les dégâts. Et quand on parle de dégâts, on parle de dégâts majeurs. Peut-être que ma caméra peut vous montrer ça en effet. Donc, route qui est dans un piètre état,
la foule en haut, au loin, qu'on voit qui s'agglutine, qui ne peut pas s'approcher tellement plus. Et le centre-ville carrément désert. Les forces de sécurité ont bouclé, ni plus ni moins, parce que hier soir, il y a eu des problèmes de vol dans certaines des maisons qui avaient été abandonnées par les évacués. Si vous m'entendez mal, c'est évidemment parce qu'il y a le passage de ce monstrueux camion derrière moi. 24 heures après donc que les éléments soient déchaînés, 24 heures, c'est la dernière journée lourde de conséquences. La population du Saguenay tente tranquillement de retomber sur ses pieds. Tant les civils que les militaires, d'ailleurs on peut les entendre, les militaires, il y a plusieurs de leurs hélicoptères qui se promènent par ici. Les policiers et les différents corps publics sont à pied d'œuvre pour réorganiser un tant soit peu évidemment, c'est le moins qu'on puisse faire dans les circonstances, la vie quotidienne des gens ici et un peu partout en province. Mais ici, comme ailleurs, il y a des problèmes aussi bêtes que de manquer d'eau alors qu'on vient d'être inondé. Évacuation, sécurité et mesures d'urgence sont des mots qui résonnent tant dans la tête des ministres que des autorités civiles. Les hélicoptères survolent les villes sans relâche. On tente l'impossible pour sauver le plus de meubles, mais la tâche n'est pas simple. Autour de 350 à 400 qui font la rotation, qui s'occupent, oui, de la nourriture, de loger les gens, de nous aider avec les hélicoptères, de nous aider avec la circulation, toutes sortes de tâches où on peut être utile. Outre les routes fermées depuis hier, le parc des Laurentides, la 170 entre Jonquière et Chicoutimi, s'ajoute à la liste. Résultat, en plus d'être isolés du reste du Québec, les municipalités du Saguenay ont de moins en moins de liens routiers entre eux. Je pense que les systèmes d'urgence ont fonctionné. Puis nos systèmes d'urgence sont en place, évidemment, pour parer à des situations exceptionnelles. On est vraiment dans un contexte qui est plus qu'exceptionnel, qui est peut-être que personne ne le reverra de son vivant, mais les systèmes ont fonctionné. Et ça, je pense qu'il faut le dire à la population. Au moins 12 000 clients d'Hydro-Québec sont également privés d'électricité, principalement à Chicoutimi, La Baie et Falardeau. Une quarantaine d'équipes, dont plusieurs provenant de l'extérieur, mettent tout en œuvre pour rétablir le courant dans la mesure où elles peuvent avoir accès au lieu. L'eau potable est également un problème important pour les résidents du Saguenay. À plusieurs endroits, l'eau est coupée, mais ce n'est pas là que s'arrêtent les ennuis. Depuis 10 heures ce matin, les supermarchés n'en ont plus en bouteilles. Le plus important pour ceux qui en ont toujours, c'est qu'il faut l'utiliser avec une extrême modération. On prévoit qu'il faudra être économe pour au moins une semaine. En ce qui concerne la nourriture, pas d'inquiétude pour l'instant du moins. La plupart des épiceries affirment avoir des provisions pour au moins une semaine. Karine Champagne, TVA, Chicoutimi. L'armée canadienne va venir en aide aux populations sinistrées ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En fait, il y a déjà des militaires qui sont rendus, on peut les apercevoir, il y en a à ma gauche. Mais il y a 100 militaires de la base de Valcartier qui se préparent à partir au cours des prochaines minutes pour venir installer un camp de secours qui pourra accueillir jusqu'à 1000 personnes au cours des prochaines heures. Il y a Ève-Marie Lortie qui est à l'aéroport Jean-Lesage à Québec. Ève-Marie, donc on est à quelques minutes ou alors pas tellement plus d'un départ. Oui, les militaires vont quitter pour aller installer un camp de fortune à Bagotville, en plein sur la base. Il y a environ 4000 personnes environ qui sont là. On va manquer de lits, on va manquer de couverture, on va manquer de tentes. Les militaires de Valcartier, une centaine, vont se rendre là-bas dans quelques minutes pour pouvoir accueillir 1000 personnes. Il y a la capitaine Joanne Bournival qui nous explique cette tâche pour les militaires de Valcartier. On va transporter des gens, des militaires, 100 militaires de la base Valcartier. Ces gens-là vont arriver avec du matériel qui va permettre de mettre sur pied là, le campement, des lits. Il va y avoir évidemment des couvertures, mais tout ce que ça prend pour nourrir et loger 1000 personnes. Alors ici, il y a un avion Hercule qui est ici. Il y en a un deuxième qui va s'en venir au cours des prochaines heures. Ils vont faire la navette à 2 reprises Québec-Bagotville. Autre chose, c'est que vers 18 h, il devait avoir un départ d'un convoi routier dans le parc des Laurentides. On transporte des tentes, des lits de camp, des couvertures, des génératrices pour fournir l'électricité dans les campements. Alors, il y aura aussi du chauffage dans les campements. Il y aura des cuisines et on amène aussi de la nourriture sèche en cas d'urgence. Et ces gens-là vont demeurer là. Ils s'attendent à être là pour au moins une semaine. Si c'est nécessaire, ils pourront le faire plus longtemps. Une centaine d'hommes, donc, se rendent à Bagotville et à Valcartier, on affirme que si c'est nécessaire, on pourra dépêcher plus de militaires.
Ève-Marie Lortie depuis l'aéroport Jean Lesage à Québec, je vous remercie. De toute façon, on suivra cette opération, la mise sur pied du camp et l'arrivée des soldats qui devraient donc être dans la région bientôt. Évidemment, c'est un cauchemar logistique monstrueux qu'une pareille situation pour le gouvernement du Québec. En début de journée, en compagnie de Bernard Landry, c'est d'ailleurs ce même Bernard Landry qui parlait de vision apocalyptique. Le ministre responsable de la Sécurité publique, Robert Perrault, a survolé les lieux, a pu prendre la mesure des dégâts de ce que le terrain, de ce que les infrastructures ont été ravagées. Un premier chiffre timide avancé par Transport Québec parlait de dégâts de plus de 15 millions de dollars sur les infrastructures routières ici. J'ai parlé, moi, avec le ministre de la Sécurité publique, M. Perrault, pour lui demander comment s'orchestraient au cours des prochains jours ces mesures qui vont être mises en place. Et dans un premier temps, il m'a dit qu'il ne valait surtout pas que les évacués pensent retourner chez eux avant d'avoir reçu le feu vert. Tant et aussi longtemps que nous ne serons pas assurés de leur sécurité, nous leur demandons de suivre les directives. Après ça, il y a des programmes d'aide qui vont être développés. Dès demain matin ou demain après-midi, le Conseil des ministres se réunit et je présenterai des propositions pour qu'un programme d'aide soit mis sur pied. Il y aura des assemblées organisées par chaque municipalité où seront réunis l'ensemble des services concernés. On expliquera aux gens la nature des programmes d'aide. Vous aurez des fonctionnaires sur place à chacune de ces assemblées. Oui, et les gens ne peuvent pas retourner chez eux comme ça. Là. Dans certains cas, il peut y avoir des problèmes, par exemple, d'hydrocution. Il y a eu de l'eau. Il va falloir faire du pompage dans des sous-sols. Il y a des gens qui ont des pertes complètes. Vous savez, quelqu'un m'a dit ce matin, non seulement j'ai perdu ma maison, j'ai même perdu mon terrain. Alors, ces gens-là, on va les aider. Vous allez indemniser tous les sinistrés? Nous avons des programmes qui permettent d'aller jusqu'à 70% d'indemnisation des biens essentiels des particuliers. On s'entend, c'est les biens essentiels. Permettent également d'indemniser les municipalités pour les routes, les ponts, les entreprises. Et donc, j'aurai l'occasion demain matin au Conseil des ministres de faire valoir là, les besoins. Ils sont nombreux dans la région d'ailleurs. C'est vraiment une situation, j'ai été absolument estomaqué par l'ampleur des problèmes. Vous le savez, on est en pleine période estivale. Il y a certainement beaucoup de vos fonctionnaires qui sont en vacances. Avez-vous les ressources nécessaires pour répondre à l'ensemble des besoins dans tous les territoires concernés? Le sous-ministre associé qui est avec moi, il a quitté ses vacances, j'ai quitté les miennes. M. Bouchard revient de vacances. M. Landry était là tantôt. On vient de faire entrer une cinquantaine de policiers de la Sûreté du Québec en demande supplémentaire de la part du maire de Chicoutimi. Je viens de parler avec le pro-maire de Jonquière qui avait besoin de ressources supplémentaires. On les lui a accordées. J'ai rencontré la mairesse de la Terrière, d'autres maires de la région. On a convenu avec eux de programmes d'aide. On a fait venir des gens de nos équipes d'urgence des autres régions du Québec. J'imagine qu'il faudrait être très patient parce que si on suit par exemple aux expériences de Châteauguay l'hiver dernier, il y a plusieurs sinistrés qui encore disaient qu'ils n'avaient pas eu pleine satisfaction, que ça avait été complexe, laborieux. Ouais, il faut comprendre qu'évidemment, surtout dans un cas comme celui-ci où il y a beaucoup de gens impliqués, vous savez, il y a plus de 5000 évacuations au moment où on se parle. Il y a à l'œil quelques centaines de maisons qui sont des pertes totales, d'autres centaines qui ont été envahies d'eau jusqu'au toit. Dès cette semaine, il y aura des réunions organisées par les municipalités. Il y aura des gens de nos services pour aider les gens à comprendre les programmes d'aide. Il faut comprendre, bien sûr, qu'on ne peut pas indemniser à 100%. Il devra y avoir, c'est un geste de solidarité de tous les Québécois, pour avoir peut-être des solidarités régionales également à développer. Les gens, il y aura la possibilité éventuellement également, on va travailler dans cet esprit-là, que les caisses puissent avancer des fonds. Nous, on va garantir pour que les gens puissent, même sans avoir encore être passés à travers tout le processus. Mais dans le cas de Châteauguay, nous avons émis les premiers chèques en dedans de 4 semaines. Mais il faut comprendre que là, avant que... D'abord, on est encore en pleine opération, il y a des gens d'évacuer maintenant encore. Alors, ça va prendre une journée ou deux. Je sais que c'est exigeant pour les gens, mais je leur demande vraiment de comprendre la situation. On est toujours en direct depuis le centre-ville de Chicoutimi qui a été évacué en raison des inondations sans précédent. Québec et Ottawa, évidemment, dans les circonstances, promettent de ne rien négliger pour aider les personnes sinistrées et aussi pour favoriser la reconstruction des zones touchées par les inondations. Lucien Bouchard est sur place, on est en mesure de le confirmer. Et plus tôt dans la journée, c'est Jean Chrétien qui s'est rendu constater l'état de la situation. Là-dessus, on écoute Paul Larocque. L'ampleur du désastre est telle que les politiciens sont accourus d'un peu partout pour constater de leurs propres yeux l'étendue des dégâts.
Le premier ministre Jean Chrétien a fait un passage de quelques heures dans la région. Il a survolé les zones sinistrées et puis rencontré quelques-unes des milliers et des milliers de personnes touchées par ces terribles inondations. Jean Chrétien s'est dit impressionné par l'ampleur des dégâts. Il a promis que le fédéral travaillerait avec Québec pour la vaste entreprise de reconstruction qui sera maintenant nécessaire. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment désolant, mais je voudrais offrir mes condoléances à tout le monde. Et, comme vous voyez, l'armée canadienne aide et je pense qu'on connaîtra les résultats du désastre plus tard. Mais là, le moment, c'est de montrer qu'on est prêt au support moral et qu'on est prêt à aider autant que faire se peut. Du côté du Québec, le vice-premier ministre Bernard Landry, accompagné de ses collègues Jacques Brassard et Robert Perrault de la Sécurité publique, ont aussi survolé la région. Dès les premières heures de la journée, Bernard Landry en avait littéralement le souffle coupé. Il a parlé de scènes d'apocalypse. C'est une catastrophe d'une ampleur insoupçonnée. Il n'y a pratiquement pas un pont qui est encore en place. Les voies ferrées sont arrachées, les routes sont arrachées, les maisons emportées. C'est vraiment un coup très dur. Québec assumera une bonne partie de la facture dont le montant est toujours indéterminé. Elle sera à coup sûr astronomique. Mais entre-temps, Bernard Landry promet de mobiliser toute la fonction publique québécoise. Rien ne sera négligé, dit-il. Vu l'ampleur du désastre, rien n'est exclu en termes de mesures spécifiques. Il n'est pas d'ores et déjà nécessaire d'envisager. Avec Paul Larocque maintenant, je vous le précise, si vous entendez beaucoup de bruit, c'est qu'on est littéralement entouré de camions, de grues mécaniques qui se préparent à travailler le long de la rivière Chicoutimi. Donc, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Paul, on l'a dit, Lucien Bouchard est arrivé, il a survolé la région. Il va donner un point de presse au cours des prochaines minutes. On espère pouvoir lui parler, avoir une entrevue avec lui plus tard en soirée. Chose certaine, le premier ministre a décidé de ne pas faire l'erreur qu'avait fait le maire de Montréal, Jean Doré, le 14 juillet, des inondations en ne se déplaçant pas. Oui, tout à fait. M. Bouchard, Stéphane se trouvait, on s'en rappelle, en Californie en vacances. Dès hier, il a pris la décision de rentrer au Québec en raison des formalités. Évidemment, ça a été plus long, 24 heures. M. Bouchard, présentement, donc, est à Jonquière. Il rencontre des gens qui ont été évacués. Il est arrivé ici dans la région du Saguenay en toute fin d'après-midi à l'aéroport de Bagotville. Il a d'abord fait un court survol pour constater lui-même de visu également l'ampleur des dégâts qui sont extrêmement considérables, faut-il le rappeler. En ce moment, donc, il rencontre des sinistrés. Il fera un petit point de presse, enfin 2 points de presse en soirée, parce que c'est pour vous dire, mais les communications terrestres présentement entre Jonquière et Chicoutimi sont carrément coupées. Ça ne circule plus sur le réseau terrestre. Paul, je vous arrête parce que j'ai l'impression qu'il y a une grue qui va être obligée de nous forcer à changer de position. C'est assez subtil comme klaxon. Alors, on va, nous, être obligés de se déplacer. On nous informe que la route sur laquelle on est peut-être minée et donc elle pourrait elle-même s'effriter. On se déplace. Je vous propose, dans un premier temps, de faire une courte pause publicitaire, le temps pour nous de retomber sur nos pattes. Je vous dis qu'on parlera plus tard dans le bulletin de nouvelles des autres régions du Québec qui ont été touchées par ces inondations. Je parle évidemment de la Côte-Nord, de la région de Latuc et de Charlevoix. Alors, c'est en mesure d'aller à cette pause publicitaire qui va nous sauver la mise pour l'instant. On y va. Parce que vous voyez présentement, c'est un avion des Forces armées canadiennes, un Hercule C-130, qui s'apprête à partir pour la région. La région, évidemment, c'est le Saguenay, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a des militaires qui vont s'installer, mettre sur pied un camp de fortune pour aider les personnes qui ont été évacuées. Tout à l'heure, on a été interrompu un peu brutalement. Il faut dire qu'on est dans les pattes, on est là où ça se passe, Paul. Ce qui est important de rappeler avant qu'on vous quitte, c'est que demain, il y aura un Conseil des ministres essentiel à Québec. Oui, Lucien Bouchard a convoqué une séance extraordinaire du Conseil des ministres pour faire le point de la situation. Personne ne peut en ce moment faire un bilan de la situation, mettre un chiffre, par exemple, sur les coûts. Une indication, Stéphane, au seul chapitre du réseau routier québécois, donc hors des municipalités, à midi, on parlait de dommages d'au moins 15 millions de dollars. Des sources à 16 heures me disaient qu'on parlait de 30 millions, évaluation conservatrice. Ça ne tient même pas compte, Stéphane, des dommages dans les municipalités
municipalité, au plan des résidences privées également. Donc, c'est vous dire, les dommages, c'est plusieurs centaines de millions, on peut s'avancer sans se tromper. Merci Paul Larocque. De toute façon, vous serez à Québec pour suivre ça demain. Mais les seules nouvelles encourageantes nous proviennent peut-être ce soir de la région de Charlevoix. Il y a 1 heure environ, il y a une soixantaine de résidents de Clermont qui ont été autorisés à regagner leur maison. Le niveau de la rivière Malbaie est baissé et les autorités ne craignent maintenant plus que les barrages cèdent. Reste que les dernières 24 heures ont été très éprouvantes pour les gens de Clermont. Là-dessus, on écoute Denis Thériault. Les municipalités de Clermont, Rivière-Malbaie et de la Malbaie se remettent de nuits d'enfer où tout le monde a été sur un pied d'alerte. Les pluies diluviennes ont fait gonfler la rivière Malbaie. Il y a eu de l'érosion un peu partout, des sous-sols ont été inondés et plusieurs terrains n'étaient plus reconnaissables. Ce camping a dû être évacué en catastrophe car l'eau l'envahit rapidement. Puis là, quand on est arrivé, bien, on s'est aperçu qu'il y avait 6 pouces d'eau. On a eu de la difficulté à passer avec le petit camion. En arrivant là, on a tout arraché, les fils, l'électricité et tout. On a sorti juste à temps. Ce qui a donné le plus de maux de tête aux municipalités le long de la rivière Malbaie, ce sont 2 barrages qui menaçaient de céder sous la pression de l'eau. Un situé à 40 km de Clermont, qui représentait le plus de risques, car il retient une quantité importante d'eau et qu'il a été construit il y a 70 ans. L'autre barrage, situé près de Clermont, a donné des sueurs froides aux autorités cette nuit. Sa passerelle a été arrachée et elle est allée frapper un pont ferroviaire. Ces wagons laissés sur le pont pour lui donner plus de poids ont permis d'imiter les dégâts. Au cœur de la nuit, le niveau de l'eau a monté à un seuil critique, ce qui a provoqué l'évacuation d'une vingtaine de résidences de Clermont. Denahue a même fermé son usine située le long de la rivière pendant près de 3 heures. Parce que l'eau était rendue au bout, là, c'était temps qu'on sorte. Ah ouais? C'était temps que vous partiez? Oui. Pour notre sécurité, nous autres, là. Denahue a dans son usine des produits toxiques servant à fabriquer du papier. La porte-parole de la compagnie affirme qu'ils sont entreposés à l'abri des inondations. Aujourd'hui, le niveau de l'eau a baissé, ce qui a permis aux personnes évacuées de réintégrer leur résidence. La situation semble donc s'améliorer puisque les conditions météorologiques s'annoncent plus favorables. Les autorités gardent tout de même un œil sur les barrages, même s'ils sont beaucoup moins menaçants. Denis Thériault, TVA, Clermont. Puis le bilan s'alourdit sur la Côte-Nord. Il y a 4 autres personnes qui ont été découvertes sans vie dans une automobile. La route 138 est toujours sectionnée en 6 endroits différents. Il y a Nicolas Vigneault là-bas qui nous résume la situation. C'est une véritable catastrophe qui a frappé la 138. La route est sectionnée à 6 endroits, entre Baie-Trinité et Pointe-aux-Anglais. Elle a même été emportée entre Baie-Comeau et Forestville. Voici maintenant la crevasse la plus meurtrière. 4 véhicules ont plongé dans cette crevasse. 3 membres d'une même famille de cette île, dont une fillette, ont été découverts sans vie dans une des voitures aujourd'hui. Pour ce qui est du conducteur de cette camionnette, un Montréalais de 32 ans, il est toujours porté disparu. Par ailleurs, on connaît maintenant l'identité de la dame qui s'est noyée dans cette crevasse hier. Il s'agit de Muriel Paquette, 48 ans, de Pointe-aux-Anglais. Pendant ce temps, à Baie-Trinité, bien de nombreux vacanciers sont tout simplement prisonniers de la Côte-Nord. Je suis bien d'attendre de rester ici, puis si je reste ici 4 jours, je vais rester ici 4 jours. Pas d'autre moyen de m'en aller. Tu viens commencer à travailler lundi comme bien des gens? Oui. On peut pas rien faire. J'étais ici pour 1 mois. Fait que là, on a 2 semaines d'écoulées. Puis, là, je vais attendre quelques jours avant de prendre une décision, à savoir si je veux me retourner ou si je veux traverser à Matane. Ces Montréalais sont également en vacances dans la région. Hier, dans une mer tout simplement déchaînée, ils ont rescapé 7 occupants d'un chalet près de Baie-Trinité. Il y avait la rivière qui passait, qui était tout débordée, puis ça passait chaque côté du chalet. Alors, c'est ça. Il a fallu être immergé un peu, par exemple, puis sortir avec des câbles, puis ça. Il y avait une personne âgée, il y avait une petite fille ou un petit gars de 3 ans environ. Il était 7 personnes. L'armée canadienne, quant à elle, a rescapé une quarantaine de personnes qui séjournaient dans les forêts de la région. Maintenant, savoir quand la route sera praticable, malgré l'ampleur des dégâts, Transport Québec estime qu'il faudra 3 jours pour tout rétablir. Nicolas Vigneault, TVA, Sept-Îles. En Haute-Mauricie, maintenant, les autorités ont annoncé la fermeture de la route 155 envahie par la rivière Bostonais entre la Tuque et Lac-Saint-Jean. L'accès en forêt est également interdit en raison de l'affaissement des 2 principaux chemins. Personne n'est toutefois en danger, comme nous l'explique Louis Cloutier. En haut de la Tuque, l'eau a monté, emporté des ponceaux et des chaussées, creusé d'immenses cratères, mais d'après les premiers rapports, personne ne se trouve en détresse. Il y a encore de l'espace. Ah oui. Les 2 grandes
routes forestières, la 10 vers le nord et la 25 vers l'ouest, ont été sectionnées. La première à 110 km de la Tuque, un peu au sud du réservoir Gouin, l'autre à 45 km. De la machinerie est déjà au travail pour réparer. L'accès à ces chemins est interdit, mais de longs segments restent praticables, de sorte qu'à force de détours, il est possible pour les villégiateurs déjà en forêt de s'en échapper. Pour la plupart de ceux visités par les équipes de reconnaissance, les vacances se poursuivaient d'ailleurs quasi normalement. Au dépôt, il n'y a pas de problème. Il va aller au dépôt. Okay. Mais il est capable de passer par le 53 km ou par l'eau, par le rapide blé. Cet homme raconte que dans la ZEC Borgia, au nord-est de la Tuque, un villégiateur paniqué a fui à pied par la route submergée jusqu'à la sortie. Le gars qui est descendu à pied, là, qui a fait 19 km à pied, là, il a compté 11 places qui a passé dans l'eau, des places jusqu'au cou. Il y a des dommages qui coûteront cher, mais la sécurité civile paraît rassurée par ses premières inspections. Il faut dire cependant que nous sommes dans un milieu forestier, tandis qu'au Lac-Saint-Jean, nous sommes dans un milieu urbain, donc les conséquences sont tout à fait différentes. Alors ici, on s'en tire à bon compte. On ne signale aucune crainte particulière à l'égard du barrage du réservoir Gouin, cette véritable mer intérieure au sommet de la Saint-Maurice. De toute façon, dernièrement, son niveau était considéré comme plutôt bas. Pour soulager un peu la zone critique de la Bostonnais, Hydro-Québec, quitte à incommoder des riverains en aval, a ouvert toute grande l'épelle de son barrage de la Tuque. Louis Cloutier, TVA, en Haute-Mauricie. Ben, on vient à Chicoutimi en faisant un petit détour par l'aéroport Jean-Lesage à Québec où on voit à l'heure actuelle le Hercule C-130 des Forces armées canadiennes. Non, on me dit qu'on ne voit pas l'avion décoller il sera bientôt donc dans la région du Lac-Saint-Jean. Je suis maintenant en compagnie du professeur Gilles Lemieux, ici, géographe à l'Université du Québec à Chicoutimi, pendant qu'on voit sur notre gauche que les travaux le long de la rivière Chicoutimi sont largement entamés. On ne badine pas, si vous me pardonnez l'expression. Les travaux sont commencés, devraient évidemment durer longtemps parce qu'on n'est pas au bout de nos peines ici. Monsieur Lemieux, dans un premier temps, peut-être tenter d'expliquer ce qui s'est passé parce qu'il y a eu une espèce d'effet de domino, un débordement de plusieurs bassins ici. Oui, effectivement. On peut d'abord dire que c'est des circonstances fort exceptionnelles dues à une conjoncture de phénomènes météorologiques et également d'un phénomène de capacité de rétention des bassins hydrographiques. D'abord, on a eu un grand système associé à l'ouragan Bertha, oui, qui est venu s'ajouter à un immense système également qui venait de l'ouest, l'autre venant du sud. Et ces systèmes-là sont devenus tellement lourds qu'ils ont stagné au-dessus de nos régions, c'est-à-dire le parc des Laurentides et la côte nord, pendant plusieurs heures, c'est-à-dire près de 36 heures, et avec des précipitations énormes. Et je me trompe ou on a vraiment eu affaire à un effet cascade ou domino, là? Bien, l'effet cascade a été d'abord provoqué par le fait qu'on avait déjà eu 2 semaines de pluie auparavant et la capacité de percolation ou de rétention des sols dans les milieux forestiers était nulle, tout était saturé. Donc, il y a eu un ruissellement très rapide dans les ruisselets, les ruisseaux, les rivières, et voilà l'effet domino. On ne pourra certainement pas faire. Est-ce qu'on ne peut pas se poser des questions quant aux barrages qui ont été débordés? Est-ce qu'il pourrait y avoir une partie du problème qui serait humain au-delà de ce que la nature nous a déversé? Bien, finalement, le problème est en grande partie humain. D'abord, l'occupation humaine s'est faite au Québec sur le bord des rivières. Donc, les gens sont installés sur le bord des rivières. Forcément, lorsqu'il y a gonflement, il y a dommages et destruction des habitats le long des rivières. Deuxièmement, on a harnaché depuis longtemps beaucoup de ces rivières-là pour nos ressources hydroélectriques, pour l'exploitation de nos ressources, autant d'aluminerie que forestières, etc. Et forcément qu'on est en train de gérer des bassins hydrographiques artificiels. Et ça peut jouer des tours. Ça peut jouer des tours, surtout lorsqu'on se fait avoir par Mère Nature qui a des phénomènes comme ça à tous les 200 ans peut-être. Merci infiniment, M. Lemieux. Bien, les régions du Saguenay et de la Côte-Nord sont complètement isolées ou presque complètement isolées du reste du Québec. Les autobus et les trains ne parviennent plus à destination et seuls les avions peuvent encore atteindre leur point d'arrivée. Ici, par exemple, à Bagotville, Charles Faribault nous trace le portrait de cette situation. Le trajet par car Québec-Chicoutimi par le parc des Laurentides est devenu impossible en raison de la fermeture de la route 175
depuis 14h15. Un seul car a réussi à passer, celui de 10h15. La compagnie Intercar de Québec a annulé tous ses autres départs, soit 3 pour Alma et 4 pour Chicoutimi. Au terminus de Montréal, la situation est assez confuse. C'est qu'à partir de Québec, ils partent, ils s'en vont à travers le parc. Donc, c'est toujours la question, est-ce qu'ils laissent passer les gens? Donc, finalement, on ne peut pas aller plus loin. Lorsque c'est fermé, on ne peut pas partir plus loin qu'à partir de Québec, finalement. Les cars à destination de la Côte-Nord stoppent tous à la Malbaie. Du côté des trains, les départs qui devaient se faire à 13h de Jonquière à destination de Montréal, de même que demain matin de Montréal vers Jonquière à 8h30, ont été annulés. La situation pourrait durer ainsi toute la semaine parce que les emprises ferroviaires sont complètement inondées et qu'il faudra procéder à des vérifications d'usage avant de permettre aux trains de circuler à nouveau. Il y a 3 départs par semaine sur cette ligne. Mais dans certains cas, ils ne peuvent même pas s'y approcher assez proche pour déterminer exactement l'étendue des dommages, par exemple. Ce sont les lignes du CN que vous utilisez? Exactement. Sûrement, ils vont devoir vérifier tous les ponts. Il y en a beaucoup. Du côté des avions, aucun vol n'a été annulé. Intercanadien et Air Alliance maintiennent leur vol sur Bagotville. Le problème, c'est que les passagers ne peuvent se rendre à l'aéroport puisque les routes sont très souvent impraticables. Plusieurs vols sont donc vides. Du côté d'Alma, ça semble aller un peu mieux. Donc, il n'y a pas de vols qui ont été interrompus? Non, vous avez combien de vols par jour? Mais aujourd'hui, nous avons seulement un vol pour Saguenay-Lac-Saint-Jean, Roberval et Alma. Puis demain? Demain, on continue comme d'habitude. Toutes les compagnies demandent aux passagers de vérifier auprès de leurs services respectifs s'il y a des départs avant de se rendre aux gares. Charles Faribault, TVA, Montréal. Alors, pour compléter cette émission spéciale, je suis avec Paul Larocque et puis Marie-Josée Bouchard. À suivre d'abord, Marie-Josée, ce soir dans la région, parce qu'il va y avoir beaucoup d'actions. Le parc des Laurentides qui pourrait à nouveau devenir fermé dans les 2 sens, on surveille. Le processus d'évacuation du village de la Terrière, ça se poursuit et on essaie de trouver de l'eau pour tout le monde. Ceux qui en ont encore, il va falloir faire attention et l'économiser. Parce qu'évidemment, le paradoxe, c'est qu'on est inondé et qu'on manque maintenant d'eau potable. Paul Larocque, l'action se dirige tranquillement vers le premier ministre Bouchard, qui est ce soir dans la région. On le verra un peu plus tard. On espère aussi pouvoir vous présenter au bulletin à 22h30 une entrevue avec Lucien Bouchard. Oui, il y aura un point de presse dans quelques instants du premier ministre. Demain, à surveiller, Stéphane, il y a un conseil des ministres spécial. On aura alors une idée plus près que le gouvernement devra maintenant mettre en œuvre pour d'abord consolider la situation ici, mais également reconstruire lentement mais sûrement cette région qui est durement dévastée. Alors, je vous rappelle que nous serons ce soir à 22h30 en mesure de vous présenter une émission spéciale à nouveau. Je vous ai dit en début de bulletin 22h, sans doute une déformation professionnelle en raison des bulletins qui, la semaine, vous sont présentés à 22h. Donc, toutes mes excuses. Je vous laisse sur des images saisissantes pour le moins, des travaux qui ont débuté le long de la rivière Chicoutimi. On vous retrouve à 22h30 et on l'espère avec Lucien Bouchard. Au revoir.